mécanisme qui permet éventuellement la réorientation spatiale. Et puis, il est possible aussi de modéliser ces processus en se posant la question de savoir si cette réorientation est faite par des mécanismes type attracteur ou autres, qui donnent un déplacement progressif, en quelque sorte, du monde perçu par l'animal, ou s'il y a un saut, et c'est des problèmes qui sont voisins de ceux qu'on rencontre lorsqu'on étudie les mouvements des yeux. Donc, vous voyez que je termine là. Le problème que j'ai posé à l'origine, Poincaré avait-il raison? Eh bien oui, à mon avis, Poincaré avait raison. Une partie des fondements cognitifs de notre perception de l'espace et de la géométrie, sans doute, est basée sur cette capacité qu'a notre cerveau de construire non seulement des mémoires, mais des simulations internes de nos déplacements dans l'espace, de nos gestes, de nos mouvements. Et il faut réintégrer le corps sensible et le corps actif dans non seulement l'enseignement, mais même peut-être les théories de mathématiques, mais je ne suis pas mathématicien, donc je ne me permettrai pas d'aller plus loin là-dedans. Mais il y a aussi, visiblement, au cours de l'évolution, des mécanismes qui ont été développés et qui permettent cette manipulation mentale de façon allocentrée, qui, elle, est peut-être en partie à la base de nos capacités de faire de la géométrie, en tout cas de retrouver notre chemin. Et nous commençons à comprendre les différentes structures et la hiérarchie des structures qui se sont développées au cours de l'évolution par ce mélange que j'ai voulu illustrer aujourd'hui de méthodes de psychophysique chez l'homme, de travail avec les neurologues, de neurophysiologie chez l'animal et maintenant avec la génomique. Et j'espère pas vous avoir trop complètement dégoûté de ce que nous appelons aujourd'hui les neurosciences intégratives et cognitives. Merci. Si vous avez des questions. Écoute, Alain, moi j'ai une question sur ce schéma-là. Lequel? Celui-là, le dernier. En fait, une grande partie de ce que tu nous as exposé, nous montre en fait à quel point le mouvement est important pour la perception de l'espace. Oui. Je parle simplement. Et tu as parlé à un moment comme étant important, et vous avez reproduit cette manip de la loi de puissance qui permet de relier la simplification du mouvement, etc. Ça rappelle beaucoup les anciennes données de physiologie sur les mouvements balistiques, les mouvements rampes, l'économie dans la prédiction du mouvement qu'on fait pour arriver d'un lieu à un autre. Et le cervelet joue un rôle important dans ce mouvement, dans cette organisation du mouvement dans l'espace. Dans ton schéma, comme dans pratiquement tout ce dont tu nous as parlé, le cervelet est apparu une fois comme un petit appendice inutile, comme le disait je ne sais pas qui, d'un autre appendice. En bas à droite, eh bien, plus de cervelet. Alors, est-ce que tu peux commenter sur cette absence du cervelet dans toute cette représentation de l'espace? Oui, bien sûr, le cervelet est absent, les ganglions de la base sont absents, il y a une bonne partie du cerveau qui est absent. Bon, on parle du cervelet. Donc, en ce qui concerne le cervelet, jusqu'à très récemment, il n'est effectivement pas apparu. Il n'est pas apparu dans la littérature concernant la mémoire spatiale. Ce sont des effets, je crois, classiques en sciences. Les gens se concentrent sur une structure. Ça a d'abord été uniquement l'hippocampe, puis etc. Pour te répondre avec précision, nous pensons que le premier travail qui a attiré l'attention clairement, avec des preuves expérimentales, sur le rôle possible du cervelet dans les processus dont je viens de parler, c'est un travail qui a été fait par Laura Petrosini à Rome, à Santa Lucia, avec qui nous collaborons maintenant, et qui a montré par des lésions du cervelet, avec Molinari, qui est un neurologue d'ailleurs qui travaille avec elle, qui a des patients cérébelleux, qui a montré des déficits très spécifiques de ces animaux lésés, donc du cervelet. Il y a le vermis, les différentes parties du cervelet, ça c'est une autre discussion, dans un aspect très particulier de la navigation, qui est l'aspect procédural. C'est-à-dire dans la capacité qu'avait Serra, justement, alors ce sont des projets qui sont en cours, donc tu m'obliges à révéler les dernières choses, mais c'est pour ça que tu me poses la question. Donc ça, c'est le travail publié depuis maintenant quelques années, dans la capacité qu'avait Serra, justement, d'ordonnancer les séquences de mouvements et d'actions
qui correspondent à ce que moi j'appelle la mémoire topokinesthésique, c'est-à-dire les mouvements qu'on doit faire pour aller pour voir son chemin. Ça, c'était le premier vrai travail systématique qui a été fait là-dessus. Et effectivement, alors que la communauté internationale ne parlait pas du tout du cervelet. C'est pourquoi Laurent Direg est en train de travailler avec deux je ne sais pas comment on prononce son nom, quelqu'un le prononce très bien, en Hollande, qui a des souris qui ont des knockouts spécifiques du cervelet, NMDA, enfin bon, sans déficit moteur. Parce que le problème du cervelet, c'est que pour impliquer, c'est tout le problème de l'implication du cervelet dans les fonctions cognitives. Il faut arriver à manipuler ou à faire des lésions sans avoir de déficit moteur évident. Donc, elle est en train de travailler, elle est en train de publier ses premiers travaux sur ces souris pour regarder le type justement de déficit dans ces différentes stratégies allocentrées ou égocentrées qui sont observables lorsqu'il y a des knockouts spécifiques du cervelet. Donc c'est un programme nouveau et nos amis, à la suite de ça, nos amis les neuropsychologues à Rome, Pizzamiglio et leur équipe, viennent de faire un très joli travail qui a d'ailleurs été présenté à la FENS il y a 1 an et demi à Paris, avec des patients cérébelleux. Ils sont en train de le faire encore, dans une chambre de Maurice, c'est-à-dire ils ont une espèce, c'est pas une piscine de Maurice, parce que mettre un patient cérébelleux en plus dans du lait, c'est un peu dur. Ils ont une grande pièce comme celle-là, complètement homogène, et le patient doit se promener. Il y a un son, il y a un petit détecteur laser qui, lorsque le patient passe sous le détecteur, fait un petit bruit. C'est un peu l'équivalent de la plateforme de Maurice. Et on ne leur donne pas une récompense, mais ils sont contents quand ils passent sous le truc. Donc il y a quand même une motivation pour le patient de passer là-dessous. Et donc ils sont en train de regarder, avec des méthodes comme celle-là, dérivées de l'expérimentation animale, l'implication du cervelet dans ces différentes stratégies. Mais je n'en parle pas aujourd'hui parce que je crois qu'aujourd'hui la littérature est encore trop pauvre. Rendez-vous dans 4 ou 5 ans. D'ailleurs, on va travailler aussi avec des patients cérébelleux à la Salpêtrière, on espère. Et on serait content de travailler en collaboration avec des gens de l'école normale qui ont non, pas cérébelleux, mais qui ont des souris ou des rats et qui travaillent sur le cervelet, évidemment. J'ai répondu ? Oui. Oui, c'est une très jolie question. Eh bien, il y a un papier récent d'Anne Grébille, dans PNAS, je crois. Enfin, c'est terrible parce qu'on dit toujours le nom des patrons et pas le nom de ceux qui font le boulot. Mais donc, c'est un des collaborateurs d'Anne Grébille, un papier récent d'il y a 1 an, à peine 1 an ou 2, publié, je crois que c'est un PNAS ou autre, et qui a, c'est un très astucieux, travail très astucieux, dans le striatum, parce que je n'ai pas parlé de tout, mais Sidney Wiener dans notre labo a montré aussi qu'il y a des neurones de direction de la tête dans le striatum. C'est la première chose qu'il a fait d'ailleurs à Paris il y a quelques années quand il est arrivé. Ils ont utilisé un petit labyrinthe en T, c'est-à-dire un labyrinthe dans lequel le rat doit choisir, puisque c'est ganglion de la base, les problèmes de décision, etc. Donc ils ont un labyrinthe en T, et je crois qu'il y a même un labyrinthe un peu compliqué, et elle a dans ce papier suggéré qu'il y a des neurones impliqués particulièrement là dans cette organisation séquentielle. Alors, d'où est-ce que ça vient? Eh bien, c'est assez compliqué, mais comme vous le savez, puisque tu m'en donnes l'occasion, nous avons aussi fait dans le laboratoire, quand je dis nous, c'est l'équipe de Sid Wiener, là. Je ne suis pas associé à ce travail, ça a été fait par l'équipe de Sid, mais on s'est aussi intéressé récemment justement à ce problème de l'organisation globale des mouvements, des séquences, et il y a des papiers publiés par Sid sur le noyau accumbens. Donc il y a une expérience qui a été faite par son équipe sur le noyau accumbens en utilisant un paradigme assez compliqué qu'il a fait avec Tabouchi et Mulder, publié il y a déjà 3 ans, vous voyez, ou 4 ans, 3 ans, avec un rat qui se baladait entre... C'est la manip que nous appelons la manip des 4 bistrots, parce que
il y a 4 bistrots et le rat sait qu'il reçoit plus ou moins, il a ici la vodka, là c'est pas bon, là il a que 3 gouttes, etc. Donc il y a un mélange récompense, parce que ce qui nous intéressait aussi ici, c'est pas seulement le séquencement, mais c'est la liaison avec la récompense. Par exemple, on peut aimer se promener dans l'école normale plutôt là où il y a la machine à café, où on a rencontré quelqu'un d'agréable, que là où on s'est fait engueuler par quelqu'un. Donc, et comme la combin, qui est pré-striatal, enfin avant les ganglions de la base, on s'intéresse actuellement au laboratoire à cette convergence d'informations spatiales dans l'hippocampe, d'informations motivationnelles dans les systèmes limbiques, dopaminergiques et autres, qui conduisent à la combin et qui ensuite vont contribuer à l'organisation des séquences et des relations motivation, séquencement des gestes. Donc ils ont fait cette petite manip. Alors je vous montre simplement ce petit résultat amusant. C'est pas du séquencement, mais c'est de la décision. C'est la manip dite des 4 bistrots pour notre labo. Le rat est ici, il est au carrefour à la Sorbonne, là-bas, ou au carrefour du Luxembourg, et il se souvient qu'il a eu un bon coup de vin, là, ou de vodka, ici, et pas là. Donc, il doit décider, en étant là, où aller pour avoir le maximum de récompenses. Et éventuellement, il y a une manip un peu plus compliquée qui a été faite dans laquelle il devait ordonnancer la séquence, c'est-à-dire il devait aller successivement d'endroits où il avait moins de récompenses à plus de récompenses. Comme ça qu'on peut manipuler ce genre de comportement. Eh bien, l'équipe avec Albertine qui était venue de Russie a réussi à faire des lésions sélectives des 2 voies qui convergent vers la combin, motivation et hippocampe, et a montré que lorsqu'il y a ces lésions, eh bien, le petit rat, en gros, n'arrive plus à aller directement au bon bistrot et n'arrive plus à faire ce séquencement. Pour le moment, c'est ce qui se passe. Actuellement, il y a un nouveau travail qui est fait avec Battaglia, qui vient de chez McNaughton, avec un enregistrement simultané hippocampe préfrontal pour étudier justement, par enregistrement simultané multi-électrode, le comportement de ces neurones. Voilà. Il y a toute une série de choses à faire encore, mais rien pour le moment qui soit vraiment très clair. Il y a des choses qui viennent des équipes de McNaughton. Voilà. Mais c'est un problème qui va se jouer entre les ganglions de la base et puis les autres structures liées dans un réseau. Est-ce que j'ai répondu à peu près? Trop peut-être.